Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'action d'une fille sans abri dans le désert a changé la vie d'un millionnaire à jamais. Ethan Caldwell était l'un des hommes les plus riches et influents d'Arizona. À seulement 43 ans, il était le PDG de Caldwell Innovation, une entreprise technologique florissante qu'il avait fondée dans un petit garage avec 2 amis à l'époque de l'université. Aujourd'hui, l'entreprise était valorisée à plusieurs milliards de dollars, et ses produits étaient utilisés par des gouvernements, des hôpitaux et des écoles à travers le pays. Il possédait tout ce que le monde considérait comme la preuve ultime du succès, une villa de verre et d'acier perchée sur les hauteurs de Paradise Valley, avec une vue imprenable sur le désert rougeoyant, une collection de voitures de luxe rares, un jet privé, un yacht amarré à San Diego, et même un vignoble en Californie qu'il n'avait jamais visité. Il était invité aux galas caritatifs les plus huppés, apparaissait dans les magazines économiques comme « L'homme de l'année » et donnait des discours inspirants devant des milliers de jeunes entrepreneurs. Mais tout cela n'était qu'une façade. Derrière le vernis des apparences et le bruit des applaudissements, Ethan était un homme profondément seul. Depuis la mort de sa femme, Claire, dans un tragique accident de voiture 5 ans plus tôt, il n'avait plus jamais été le même. Elle était son ancre, son humanité, la seule personne qu'il avait aimée pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il représentait. L'accident avait été brutal. Une nuit pluvieuse, un chauffeur ivre avait percuté leur véhicule de plein fouet. Ethan, assis du côté passager, avait survécu avec une fracture à la jambe. Claire, elle, était morte sur le coup. Ce soir-là, il avait non seulement perdu l'amour de sa vie, mais aussi toute raison de croire en la beauté de ce monde. Depuis, il errait dans une vie parfaitement réglée, millimétrée, vide de sens. Il remplissait son agenda de réunions, de dîners d'affaires, de conférences, de contrats, comme un automate. Sa fortune, loin de lui apporter du réconfort, était devenue un mur d'or derrière lequel il se cachait pour ne plus sentir la douleur. Il ne riait plus vraiment. Il ne rêvait plus. Il ne regardait plus le ciel. Puis vint ce vendredi soir doux, étouffant, où quelque chose craqua en lui. Il venait de terminer une réunion interminable avec des investisseurs à Phoenix. Il se tenait seul dans son bureau panoramique, la ville scintillante à ses pieds. Mais il n'en pouvait plus. Une nausée existentielle le prit. Tout lui semblait faux, artificiel, mort. Il n'avait envie de voir personne, ni ses assistants, ni ses collaborateurs, ni ses amis de façade. Alors, sans prévenir, il éteignit son téléphone, enfila un jean, une chemise froissée et une paire de bottes qu'il n'avait pas portées depuis des années. Il descendit dans son garage, choisit au hasard l'un de ses véhicules, un vieux Range Rover noir, et prit la route. Sans garde du corps. Sans destination. Sans plan. Il roulait à travers les plaines arides, en direction du nord, laissant derrière lui les lumières de la ville. Plus il s'éloignait de Phoenix, plus il se sentait, vivant, étrangement. Comme si, au milieu du néant, il pourrait peut-être entendre quelque chose d'authentique. Quelque chose de vrai. Il n'avait pas pris de bagages. Il ne savait pas où il allait dormir. Il ne savait même pas s'il voulait revenir. Peut-être fuyait-il sa propre vie. Peut-être cherchait-il, inconsciemment, à se perdre. Pour enfin se retrouver. Après plusieurs heures à traverser les étendues brûlantes et vides de l'Arizona, Ethan sentit la lassitude le gagner. Le ciel, d'un bleu cruellement pur, s'étendait à perte de vue au-dessus de plaines de sable rouge et de rochers érodés par des millénaires de vent. Il n'avait croisé aucune station-service depuis des kilomètres, seulement quelques panneaux poussiéreux et quelques carcasses de voitures abandonnées. Son esprit vagabondait, les mains sur le volant, son regard absent. Le moteur de son SUV noir, pourtant solide et bien entretenu, commença soudain à faire un bruit sourd, irrégulier. Un témoin rouge clignota. Puis un second. Ethan fronça les sourcils, tourna le volant pour sortir de la route principale, mais à peine avait-il ralenti que le véhicule s'arrêta net dans un bruit d'essoufflement métallique. Silence. Il tenta de redémarrer. Rien. Une odeur de surchauffe flottait dans l'air. Il sortit, claqua la portière. La chaleur le frappa comme une vague brûlante. Le vent s'était levé,
soulevant de petits tourbillons de sable qui fouettaient sa chemise. Il prit son téléphone dans sa poche. Aucun signal. Il leva les yeux vers les falaises ocre de Monument Valley, leurs silhouettes mythiques se dressant comme des géants de pierre dans l'horizon crépusculaire. La solitude devint pesante. Une angoisse sourde montait en lui, lente, insidieuse. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan Caldwell n'avait aucun contrôle sur la situation. Il était seul. Perdu. Et vulnérable. Il fit quelques pas, tenta de repérer une route secondaire, un abri, un panneau, rien. Rien que le vent et le désert. Puis soudain, à travers la poussière et les rayons dorés du soleil couchant, il aperçut une silhouette. Minuscule. Immobile au loin. Puis elle bougea. Une jeune fille. Frêle. Peut-être 12 ou 13 ans. Elle marchait lentement, pieds nus sur le sable brûlant, un t-shirt trop grand glissant sur son épaule, un short effiloché accroché à ses hanches maigres. Dans sa main, une bouteille d'eau à moitié vide, sale et cabossée. Elle s'approchait avec précaution, comme un animal habitué à se méfier de tout. Ses cheveux noirs étaient emmêlés, son visage couvert de poussière, mais ses yeux brillaient d'une étrange lucidité, comme s'ils portaient en eux le poids d'une vie entière. Arrivée à quelques mètres, elle s'arrêta. Elle inclina légèrement la tête. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce, un peu rauque, presque chuchotée, comme si parler fort pouvait rompre quelque chose de sacré dans ce silence immense. Ethan, surpris, mit quelques secondes à répondre. « Non. Ma voiture est en panne. Et vous ? Vous habitez ici, dit-il, incrédule, balayant du regard les kilomètres de désert aride qui les entouraient. La jeune fille esquissa un sourire triste. Un sourire sans ironie, sans peur. Juste, lucide. Non, j'habite nulle part. Je m'appelle Luna, dit-elle simplement. Un frisson parcourut le dos d'Ethan, malgré la chaleur suffocante. Ce n'était pas seulement la surprise de croiser une enfant seule dans un endroit aussi reculé. C'était sa voix. Sa présence. Comme si cette apparition n'était pas tout à fait réelle, ou alors trop réelle, justement. Brutalement humaine dans un monde devenu artificiel. Et pendant un court instant, au cœur du désert, l'homme qui avait tout, et la fille qui n'avait rien, se regardèrent. Et dans ce regard, sans qu'il le sache encore, quelque chose venait de naître. Luna, bien que plus jeune, guida Ethan avec calme et assurance. Ensemble, ils poussèrent le SUV noir jusqu'à l'abri précaire d'une petite colline rocheuse, où un semblant d'ombre s'allongeait sur le sable craquelé. Elle ne se plaignit pas de la chaleur, ni de la fatigue. Ses gestes étaient simples, directs, efficaces. Elle semblait connaître le désert comme une vieille amie, ses recoins, ses dangers, ses silences. Une fois à l'abri, elle rassembla quelques brindilles sèches, des herbes dures et des pierres plates. En quelques minutes, un petit feu crépitait entre eux, projetant une lumière chaude sur leurs visages tandis que le ciel virait lentement à l'indigo profond. Elle sortit de son vieux sac une petite boîte métallique, cabossée, contenant du pain sec, quelques morceaux de cactus qu'elle avait épluchés avec précaution, et une pincée de sel gris qu'elle gardait dans une feuille pliée. Elle tendit à Ethan un morceau de pain sans un mot, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il hésita un instant, il avait l'habitude des buffets luxueux, des restaurants étoilés, des plats servis sous cloche argentée. Et pourtant, jamais un repas ne lui avait paru aussi réel, aussi précieux. « Tu vis ici, seul ?» demanda-t-il, encore sous le choc de la situation, en croquant dans le pain dur mais étonnamment savoureux. Luna haussa légèrement les épaules. Le feu se reflétait dans ses yeux sombres. « Pas toujours, » murmura-t-elle. « Ma mère et moi, on vivait dans une vieille camionnette. Elle disait qu'on était des nomades modernes. Elle était drôle et forte. Mais elle est tombée malade. Et la camionnette est tombée en panne. Trop loin de tout. Alors on l'a laissée derrière. » Elle fit une pause, regardant les flammes danser entre eux. « Elle est morte l'an dernier. Depuis, je marche. J'aide les gens que je croise. Je parle au désert. Il m'écoute, lui. » Ethan sentit une boule remonter dans sa gorge. Il regardait cette adolescente, pieds nus, couverte de poussière, et pourtant debout,
solide, digne. Elle parlait avec une sérénité déconcertante, comme si la vie l'avait arrachée à l'enfance pour la jeter au cœur d'un monde trop vaste, trop dur, et qu'elle avait décidé de rester debout, coûte que coûte. Pendant qu'il mangeait, elle lui raconta des choses simples, comment repérer les cactus comestibles, comment écouter le vent pour deviner la météo, comment ne jamais se coucher le cœur plein de colère. Il ne disait presque rien. Il l'écoutait. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit petit, vulnérable, et profondément vivant. Lorsque le repas fut terminé, Luna se leva et désigna le ciel d'un geste tranquille. « Allonge-toi. Regarde. » Ethan, étonné, s'exécuta. Il s'étendit sur le sable tiède, les bras croisés derrière la tête. Le silence du désert l'enveloppa. Pas de moteur, pas de notification, pas de bruit humain. Juste les étoiles, innombrables, brillantes, si proches qu'il avait l'impression de pouvoir les toucher. Luna s'assit à côté de lui. Respire. Écoute. Il inspira profondément, et quelque chose en lui, une douleur, un poids, se fissura lentement. Tu n'es pas perdu, Ethan, dit-elle d'une voix calme. Tu es juste fatigué. Fatigué d'avoir couru après la mauvaise chose. Ces mots, simples et limpides, pénétrèrent son cœur comme un coup de tonnerre silencieux. Il ferma les yeux. Et pour la première fois depuis la mort de Claire, il s'endormit sans cauchemar. Au petit matin, le feu était éteint. Le soleil se levait lentement, peignant le désert de tons roses et or. Luna n'était plus là. Mais sur le capot poussiéreux de son SUV, elle avait laissé un morceau de carton plié. Il le prit entre ses doigts. Elle avait écrit, d'une écriture fine et tremblante. « Tu m'as demandé ce que je voulais dans la vie. Ce n'est pas l'argent. C'est que quelqu'un comme toi comprenne que ce monde n'a pas besoin de plus de milliardaires, mais de plus de cœurs éveillés. S'il te reste quelque chose à offrir, donne-le aux invisibles. » Ethan resta longtemps immobile, les doigts crispés sur le carton. Les larmes lui montèrent aux yeux, sans qu'il puisse les arrêter. Il se leva, le cœur battant d'une émotion qu'il ne reconnaissait plus. Par un instinct inexplicable, il se souvint du petit panneau solaire qu'il avait rangé dans le coffre de la voiture pour des urgences. Il le déploya, connecta son téléphone, et, miracle, une barre de réseau apparut. Il appela son assistant. Une équipe vint le chercher dans l'après-midi. Mais quelque chose avait changé. Il n'était plus le même homme. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit étrange et lumineuse dans le désert. 3 mois durant lesquels Ethan Caldwell n'avait plus pensé de la même manière. Il n'était plus retourné à son bureau tout de suite. À la surprise générale, il avait reporté plusieurs réunions majeures, ignoré des appels d'investisseurs internationaux, et suspendu temporairement ses fonctions exécutives. À huis clos, dans sa villa silencieuse, il avait réfléchi. Longtemps. Il avait regardé ses murs de verre, ses œuvres d'art accrochées comme des trophées, ses meubles importés d'Europe, et s'était demandé ce que tout cela signifiait vraiment. Il avait rouvert de vieux carnets de notes, relu des lettres de Claire, sa défunte épouse, et redécouvert un rêve qu'il avait autrefois eu, avant l'argent, avant le pouvoir, aider, guérir, rendre le monde un peu moins dur. Alors, un matin de septembre, il fit ce que peu d'hommes de sa stature auraient osé. Il convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration et annonça qu'il vendait 40% de ses parts dans Caldwell Innovation, injectant plus de 300 millions de dollars dans la création d'un fonds humanitaire destiné aux enfants sans abri et aux jeunes laissés pour compte des États-Unis. La presse fut secouée. Certains investisseurs crièrent au scandale. Les médias financiers s'écharpèrent sur les plateaux. Mais Ethan n'expliqua rien. Il lança simplement, avec calme. Il est temps que ma fortune serve à quelque chose de plus grand que moi. Le programme qu'il fonda fut baptisé Hope in the Dust, l'espoir dans la poussière. Un nom né d'un souvenir intime que personne ne connaissait. Sous son impulsion, une flotte de vents climatisés et aménagés en centre mobile d'accueil, d'éducation et de premiers soins commença à parcourir les routes brûlantes des États du Sud, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas, la Louisiane. Ces camions venaient à la rencontre des jeunes sans-abri, dans les rues, les parkings, les recoins oubliés des villes. Chaque véhicule portait le même logo, une étoile brillante émergeant d'un nuage de sable. Ethan,
loin des plateaux télé, passait désormais ses journées sur le terrain, en jean et en basket, au volant de l'un de ses vans. Il parlait avec les enfants. Il écoutait leurs histoires. Il prenait des notes. Il pleurait parfois, en silence, dans la nuit, après une journée particulièrement dure. Mais il tenait bon. Et chaque action, chaque décision, il la prenait en pensant à Luna, cette fille qu'il avait réveillée au bord de sa propre tombe intérieure. Ce que personne, pas même ses collaborateurs les plus proches, ne savait, c'est qu'Ethan retournait chaque année, à la même date, à Monument Valley. Toujours seul. Toujours sans prévenir. Il garait un vieux pick-up à quelques kilomètres de la colline où sa voiture était tombée en panne, des années plus tôt. Il marchait, parfois sous le soleil écrasant, parfois sous la pluie, toujours avec la même lenteur respectueuse. Arrivé à l'endroit exact, il allumait un feu. Il déposait à côté un sac en toile rempli de nourriture non périssable, une couverture propre, des vêtements à la bonne taille, une trousse de secours, un petit carnet vierge, une lettre. Toujours la même. Tu m'as sauvé. Tu m'as rendu à moi-même. Si un jour tu veux rentrer à la maison, sache que la mienne t'attend. E.C. Il restait là plusieurs heures. Il parlait à voix basse, parfois. D'autres fois, il restait simplement silencieux, regardant les étoiles. Parfois, il imaginait Luna quelque part, marchant toujours, survivant, regardant le même ciel. Il se demandait si elle allait bien. Si elle avait trouvé un endroit sûr. Si elle savait combien elle avait changé un homme. Pendant 10 longues années, il n'eut aucun signe d'elle. Mais il n'avait jamais cessé d'espérer. 10 ans plus tard, par une douce matinée de mai, le ciel du Nevada était d'un bleu limpide, sans un nuage. Le soleil, haut et chaleureux, baignait de lumière un vaste bâtiment moderne, fraîchement construit au bord de Las Vegas, un centre d'accueil de dernière génération, à l'architecture élégante et ouverte, conçu pour abriter, éduquer et soigner des centaines d'enfants et de familles sans domicile fixe. C'était l'inauguration du plus grand centre jamais ouvert par le programme Open the Dust. Des banderoles flottaient au vent, les journalistes s'agglutinaient, les enfants riaient dans les airs de Genève. Des bénévoles, des donateurs, des élus locaux, tous étaient là. Et parmi eux, au milieu de l'agitation, un homme aux tempes grisonnantes et au visage marqué par le temps avançait lentement entre les rangées de familles. Ethan Caldwell, désormais âgé de 53 ans, portait un costume simple mais élégant, sans prétention. Il avait l'air d'un homme apaisé, même si ses yeux portaient encore la trace de souvenirs lourds. Il souriait, serrait des mains, s'agenouillait pour parler aux enfants. Beaucoup ne savaient pas qui il était vraiment. Pour eux, il n'était pas un milliardaire, ni une légende de la Silicon Valley, il était simplement Monsieur Ethan, celui qui venait écouter, aider, encourager. Puis, alors qu'il remontait lentement vers l'estrade, saluant un ancien sans-abri qu'il avait aidé des années plus tôt, une silhouette attira son regard. Elle se tenait un peu à l'écart de la foule, presque immobile, comme si elle attendait le bon moment. Une jeune femme, la peau hâlée par le soleil, les cheveux noirs noués simplement derrière la tête, un sac en toile sur l'épaule. À côté d'elle, une petite fille d'environ 8 ans, aux boucles sombres et aux yeux brillants, tenait sa main fermement. Ethan la vit. Il s'arrêta net. Quelque chose, dans le regard de la femme, lui coupa le souffle. Cette étincelle familière, cette lumière douce, cette paix étrange mêlée de douleur traversée. Elle s'avança enfin. Son pas était calme, assuré. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. Le bruit du monde sembla s'éloigner. Plus rien n'existait autour d'eux. Elle dit simplement, d'une voix claire, sans trembler. Bonjour. Je m'appelle Luna, et voici ma fille, Hope. Ethan sentit son cœur manquer un battement. 10 années de silence. 10 années à espérer. À s'interroger. À revenir chaque année dans le désert. Et maintenant, elle était là. Il la regarda, longuement. Les traits avaient changé. L'enfant qu'elle avait été était devenu une femme. Mais les yeux étaient restés les mêmes. Brillants, profonds, pleins de cette sagesse silencieuse qu'on ne rencontre qu'une fois dans une vie. Il ne dit rien. Il fit simplement un pas en avant, puis un autre. Et ils se prirent dans les bras. Longuement. Sans dire un mot, au début.
Il la serra contre lui comme un père qui retrouve sa fille. Comme un homme qui retrouve la source de sa propre résurrection. Les caméras tournèrent, les photographes capturèrent la scène, mais Ethan ne cacha pas ses larmes. Il pleura, sans honte. Pas de douleur. De gratitude. Puis il s'agenouilla doucement devant la petite fille. Elle avait le regard curieux, mais pas effrayé. Elle tenait un petit carnet dans sa main, le même genre que ceux qu'il laissait chaque année dans le désert. « Bonjour, Hope, dit-il avec un sourire tremblant. « Tu es l'homme des lettres ?» demanda-t-elle doucement. Ethan rit à travers ses larmes. « Oui. Et je t'attendais, toutes les années. » Ce jour-là, au cœur du désert reconstruit, la boucle fut bouclée. L'homme sauvé par une enfant devint le grand-père d'une génération entière d'enfants oubliés. Et celle qui n'avait rien eut enfin un foyer, non seulement pour elle, mais pour tous les Hopes du monde.